Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous allons nous orienter vers des moments particuliers, c'est-à-dire des moments où on va quitter ce qu'on a travaillé depuis quelques mois, qui était finalement un cours préparatoire, une sorte de classe préparatoire, donc au niveau des fonctions corporelles et intellectuelles, voire conceptuelles qu'on pouvait explorer en nous. Et là, on va commencer à connecter telle ou telle fonction corporelle avec telle autre. On travaillera sur des intellectuels plus tard. Oui, on peut dire aussi neurofonction, absolument, pour bien nous rappeler qu'il s'agit de jeux en nous, notre cerveau, au niveau des neurones. Mais avant cela, je vous invite à parler encore une dernière fois de ce que vous avez pu explorer sur le plan intellectuel, sur le plan d'inhabitudes asymétriques conceptuelles et intellectuelles. Et d'ailleurs, j'avais préparé un petit retour sur le passé, je vous montre. C'est un livre de Fénelon, dont voici la présentation. Et ce livre de Fénelon, qui traite de l'éloquence, eh bien, il a un petit passage, c'est un livre qui tombe en poussière, mais c'est pas très grave. Simplement, je vous lis un petit passage. Oserais-je hasarder ici, donc c'est sur le projet d'enrichir la langue, chapitre 3, lettre sur les occupations. Oserais-je hasarder ici, par un excès de zèle, une proposition que je soumets à une compagnie si éclairée? Notre langue manque d'un grand nombre de mots et de phrases. Il me semble même qu'on l'a gênée et appauvrie depuis environ 100 ans, en voulant la purifier. Il est vrai qu'elle est, toi, encore un peu informe et trop verbeuse, mais le vieux langage se laisse à regretter. Quand nous le retrouvons dans Marot, dans Amiot, dans le cardinal d'Ossat, dans les ouvrages les plus enjoués et dans les plus sérieux, il avoue je ne sais quoi de court, de naïf, de hardi, de vif et de passionné. On a retranché, si je ne me trompe, plus de mots qu'on en a introduits. D'ailleurs, je voudrais n'en perdre aucun et en acquérir de nouveaux. Je voudrais autoriser tout terme qui nous manque et qui a son sens doux, sans danger d'équivoque. Quand on examine de près la signification des termes, on remarque qu'il y en a presque point qui soient entièrement synonymes entre eux. On en trouve un grand nombre qui ne peuvent désigner suffisamment un objet, à moins qu'on y ajoute un second mot. De là vient le fréquent usage des circonlocutions. Il faut droit abréger en donnant un terme simple et propre pour exprimer chaque objet, chaque sentiment, chaque action. Je voudrais même plusieurs synonymes pour un seul objet. C'est le moyen d'éviter tout équivoque, de varier les phrases et de faciliter l'harmonie en choisissant celui de plusieurs synonymes qui sonnera le mieux avec le reste du discours. Je m'arrête là. Mais donc cette petite citation donc, de Fénelon me paraît intéressante pour embrayer la réflexion. Surtout que vous pensez qu'il y a quelques siècles, cet homme-là observait depuis 100 ans environ. Et nous, on pourrait se dire pareil, mais finalement, c'est tout le temps. Il y a un brassage entre des périodes où il y a plus de mots, des périodes où il y a moins de mots, des périodes où on reprend des mots anciens. Donc, je vous invite à parler. Qui silence? Sans silence. Ah oui, là. Ah, Isabelle. Alors, j'ai une
une conversation aujourd'hui avec une personne que je connaissais, mais pas comme un ami, mais comme vraiment une relation, et qui est restée plus de 3 semaines dans le coma à la suite d'un AVC. Et en fait, la richesse de cette conversation m'a fait m'interroger sur le fait que après 3 semaines dans le coma, c'est un peu comme si tous ces systèmes s'étaient réinitialisés, et comme s'il avait dû se réapproprier son identité, son corps, réapprendre à marcher, à parler. Et donc, tous les rituels habituels ont été réinitialisés. Et ça m'a interpellée dans l'idée que si je me réveille et que j'entreprends la journée de manière différente ou inversée ou asymétrique, on peut le dire, comme si ce jour ou chaque jour est le premier que je vis en conscience totale, chaque instant vécu, ça pourrait étendre à la fois mon champ de liberté et le champ des possibles. J'ai fait le parallèle avec mon genou à une toute petite échelle, dans l'idée de comment mettre en place des inhabitudes asymétriques conceptuelles avec mon genou, moi, imaginer la genuflexion autrement, et pour que ce soit une génuflexion qui me permette en fait d'augmenter ma capacité à rebondir. Et alors ça a été un cheminement de pensée très intéressant, et j'en suis en fait qu'au début de cette réflexion, mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que cette idée de réinitialisation de rituels à la suite, que ce soit d'un burn-out ou d'un coma ou de quelque chose qui grille nos systèmes habituels, nous permet de nous réinventer d'une autre façon. Voilà, je voulais partager. C'est très joli, et je ne sais pas s'il en est qui veulent rebondir. Carole? Moi, comment dirais-je, je suis très touchée par la réflexion d'Isabelle, parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre avec mon papa, qui en fait perd beaucoup de choses, tant sur le plan physique que sur le plan cognitif. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se revoit, on ne sait jamais s'il va être dans un état de lucidité ou au contraire, il va falloir qu'on adopte notre façon de communiquer. Donc, c'est plus tellement le langage, mais c'est plus une manière de communiquer. Donc, voilà, ça me touche, ça fait un peu écho. Et en même temps, j'ai essayé de travailler en fonction des directives que vous aviez données la dernière fois pour l'exercice, l'expérimentation du jour. Et j'ai eu le sentiment que ma créativité était très, très limitée pour choisir des nouveaux mots, comme si, en fait, j'étais vraiment dans une sorte de carcan culturel, grammatical, à tel point que je me suis rendu compte que sur le plan de l'usage du français, je reprenais mon mari, mes enfants, je ne m'en rendais pas compte à ce point-là. Donc, ça m'a au moins permis de prendre conscience de ce comportement. Néanmoins, j'ai réussi à mettre le doigt sur des expressions que j'ai voulu faire évoluer, tant sur le plan professionnel que personnel.
Sur le plan professionnel, on parle sans arrêt de convocation. Donc, on convoque les agents pour des entretiens, pour des formations. Et pour des entretiens en ressources humaines, je trouvais que le terme convocation était très rigide et très... justement que ça ne laissait pas d'ouverture aux individus. Et en fait, au moment où je pensais à ça, j'ai fait une lecture et j'ai trouvé le terme pourparler. Donc en fait, je vous invite à un pourparler. Et j'ai trouvé ça très joli. Dans le contexte, parce que sinon le pourparler, dans le langage courant, je trouvais ça plutôt, comment dire, un peu rude, un peu rêche. Et puis là, finalement, je vous invite à un pourparler. Et je trouvais que c'était, voilà, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait réfléchir sur les travers, ou en tout cas, pas tellement les travers, mais vraiment le carcan linguistique dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que j'ai noté aussi, et là c'était plus dans les relations personnelles, puisqu'avec mon frère, compte tenu de l'état de mon papa, on s'appelle très régulièrement. Et en fait, c'est vrai que on disait, tiens, voilà les dernières nouvelles. Et moi, ça m'a fait bondir à un moment donné. J'ai dit, mais dernière, non, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc maintenant, on utilise systématiquement l'un et l'autre les nouvelles du jour. Donc, on ne sait pas si ce seront les dernières, s'il y en aura d'autres derrière, mais en tout cas, ce sont les nouvelles du jour. Donc, il y a plein de petites choses, plein de petites expressions que j'ai pu faire évoluer. J'ai pas été très très loin dans la réflexion parce que je trouve que c'est une expérimentation qui n'est pas évidente parce que voilà, vraiment cette notion d'habitude et de presque de carcan, comme je le disais. Mais il y avait aussi d'autres exemples, là plutôt dans les mails, les expressions, les SMS, où effectivement vous abordiez ce sujet la dernière fois en disant on met tous bonjour en début de mail ou de SMS. J'ai essayé de faire autre chose, alors pas de mettre bonsoir en fonction de ce que moi j'écrivais et me projeter. Et puis, je me suis rendu compte que dans certaines situations, mettre cher un tel, le cher était trop connoté avec, comment dire, un élément d'amitié ou de proximité, et ça ne me convenait pas non plus. Donc, je suis en recherche. J'ai pas complètement... j'ai en tout cas pris conscience de choses que je pouvais faire évoluer, mais je suis encore dans l'expérimentation, et voilà, j'ai touché plein de choses du doigt, mais je suis en train d'essayer de mettre en place. C'est juste des exemples que je voulais partager avec vous. Très, très, très joli. Non, il est vrai que ce que tu disais, par exemple, j'ai des petits filleuls, je nous le dis à nous et à ceux qui nous écouteront sur la chaîne parce que je le peux, mais j'ai toujours écrit ou dit mes jeunes filleuls. Et un jour, je parlais avec leurs parents, j'ai dit oui, je préfère jeunes parce que ne faut pas qu'ils restent petits, il faut qu'ils soient des hommes d'1,90 m comme tout le monde, dans leur génération. Voilà. Donc, et ce que tu disais aussi, Carole, je vous envoie mon dernier livre. Non, surtout pas, c'est pas le dernier. J'en ai d'autres en tête, j'espère. Donc, plein de mots connotés, plein de mots à recenser, dans le sens de leur redonner du sens, à nous de créer, d'inventer le sens en étant pleinement présent dans ce que signifient
les mots et ce que peuvent signifier parfois au second, enfin au deuxième ou au troisième degré. Et alors attention au verbe aluminium que quelqu'un emploie a beaucoup employé, mais en effet, c'est en fournissant l'effort de sélectionner des mots nouveaux qu'on s'épanouit. Et aussi ce que tu disais au début, c'est vrai que c'est une expérience très délicate de fournir cet effort de choisir des termes nouveaux, mais petit à petit, c'est comme tout, c'est comme on va aux étages supérieurs parce qu'on essaie une marche, puis une autre, puis une autre. Et là, c'est un mot, puis un autre, puis un autre, puis au bout d'un moment, la souplesse arrive, comment on appelle ça déjà, la neuroplasticité. Merci à tous les deux, Stéphane et Serge. Oui, la neuroplasticité cérébrale se réveille et progressivement, eh bien, on a suffisamment entraîné les groupes neuronaux pour y arriver. Afin d'y arriver, pardon, parce que pourri arriver, oh là là, pourri arriver. Non, non, pas pour y arriver, mais afin d'y arriver. Alors, Amaury, qu'aurais-tu à nous dire? Alors, j'ai passé peu de temps, malheureusement, et ça, c'est la constante de ces dernières semaines, même si j'étais en vacances. On a profité pour vraiment se déconnecter avec ma femme. Mais ayant repris le travail aujourd'hui, en moins de 10 heures, ma machine s'est remise dans je cherche mon mot en français, pardon, le pressoir ou on dit le grinder en anglais, la machine à mouler, le moulin à café. Et depuis aujourd'hui, en fait, je ne signe plus mes emails et je ne démarre plus par des introductions, un peu comme tu disais, Carole. Et j'ai immédiatement une forme de réponse émotionnelle à ce comportement écrit qui finalement me donne une sensation un peu d'être abrupte dans ma communication. J'ai le sentiment de me trouver un peu sec, même si tout ce que j'ai réalisé, c'est enlever une intro et une signature, ce qui est assez intéressant. Je ne m'attendais pas à une réponse émotionnelle de comment je me sens comme individu en ayant juste changé quelques mots dans mes emails. Et je le retranscris également dans mes emails personnels. Voilà. Et une autre observation, auto-observation, c'est... Alors, je ne sais pas si ça se qualifie d'asymétrie conceptuelle, intellectuelle, mais j'ai tout d'abord observé, pas auto-observé, vraiment observé, parce qu'il s'agit d'autres personnes, que dans des situations, je dirais pas de conflit, mais de friction, où il y a une expérience, par exemple, qui n'est pas forcément très bonne, où il y a eu un petit pépin, où les gens ont tendance à non seulement expliquer les faits, mais également de solutionner comment ça aurait pu se passer différemment. Et notamment en position de client, si je vais me restaurer ou si j'utilise un hôtel, si j'ai passé une mauvaise nuit ou si la nourriture n'était pas exceptionnelle. Étant pas spécialiste, j'aurais précédemment probablement dit au propriétaire, vous auriez pu faire ça, vous auriez pu acter sur ce point, vous auriez pu vous présenter ça différemment. J'ai observé que beaucoup de monde autour de moi solutionne tout ça, alors qu'on n'est pas responsable du métier des autres nécessairement, et on n'est pas spécialiste. Je ne suis pas restaurateur, je ne suis pas hôtelier, etc. Et depuis donc quelques semaines, j'arrête de solutionner, je présente les faits et je laisse les gens décider de ce qu'ils veulent acter sur ce feedback.
Donc, c'est une forme de libération pour moi, ce que j'ai auto-observé. Le verbe faire n'arrête pas de venir en tête, c'est très dur. Parce que j'ai vraiment du mal, parce que j'enchaîne directement cet appel avec 10-12 heures de boulot et je dois vraiment me convertir en français et en plus parler correctement. La machine en moi se libère du carcan de tout ce qui se trouve autour de l'utile. Il y a une conversation ou un message ou une information, mais tout autour de ça, il y a un nombre incalculable de couches qui ne servent à rien. Et l'auto-observation, c'est que j'ai la sensation d'enlever les couches de l'oignon pour arriver au cœur de l'oignon, pour en garder l'essentiel et avoir vraiment l'idée principale qui est qu'essayons-nous de réussir à j'arrive pas à me débarrasser de ce verbe faire. Qu'essayons-nous d'achieve, j'arrive pas à trouver la traduction de ce mot, d'arriver à faire, je ne trouve pas le mot. D'achever, enfin de... Achever, merci. Pourtant très proche de achieve. Et dans cette expérience, j'observe laisser derrière moi un nombre très important de personnes. Dans mon métier, il y a énormément de conversations inutiles. C'est de la gestion de projets et de gros programmes. Donc, il y a énormément de reporting et des gens qui veulent savoir ce qui se passe. Et il y a très peu de gens qui vont délivrer l'utile. 90% des gens veulent savoir ce qui se passe, 10% vont effectuer le travail. Donc, j'essaie d'éliminer l'asymétrie, c'est quand on vient vers moi me demander des informations, j'ignore, je ne réponds carrément plus. C'est-à-dire, au lieu d'enlever une signature ou enlever que ça, l'asymétrie, c'est absence de réponse totale. Et la plupart du temps, j'observe qu'il n'y a aucun impact. Il ne se passe rien. Et donc, je me libère un peu d'une pression qu'on se met sur soi ou que ma machine met sur moi, parce que depuis des années, le normal, c'est répondre à tout, tout le temps, tout est urgent, très rapidement, et en expérimentant, me rendre compte que finalement, pas du tout. Et finalement, c'est pas si urgent que ça. Finalement, c'est même pas du tout important. Et voilà, donc c'est un travail très difficile, parce qu'il y a une pression, une pression sociale, une pression des gens au-dessus de moi également. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est quand je dis des gens au-dessus de moi, d'ailleurs, j'allais m'auto-corriger, ils ne sont pas au-dessus de moi, ils sont autour de moi, et j'essaie de dire à ma machine que finalement, ils ne sont pas au-dessus de moi, ils ont juste un titre différent, et que ce qu'ils m'instruisent d'effectuer n'est pas forcément très important. Et donc, ça m'aide à me libérer de ça. Voilà, c'est assez personnel, c'est probablement très lié sur mon expérience professionnelle. J'arrive pas bien à l'expliquer sainement, mais c'est très... ce travail pour moi est très difficile, parce qu'il touche vraiment au cœur de mon existence professionnelle, qui est plus de 50% de ma vie éveillée. Donc ça me touche énormément. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire, Amaury, par rapport à, d'abord, je pense que dans toutes les professions, excepté peut-être dans les métiers manuels, il y a toujours flopé de gens qui vont, comme tu disais, parler pour prendre de l'information, pour meubler, pour dire qu'ils sont quand même là, mais pas pour donner un concret opérationnel, tactique à l'issue de la conversation. Mais par rapport à ce que tu viens de dire aussi concernant le choix de ne pas suggérer des idées, pour moi-même, je suis passé par un chemin qui ressemble au tien. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que, en effet, c'est pas la peine, souvent, il n'est pas nécessaire de donner des solutions à des gens qui n'en attendent pas. Mais par contre, je me suis dit qu'il ne fallait pas non plus
m'interdire d'avoir des solutions, parce que c'est bien d'avoir un cogito ergo sum, un cerveau qui cogite et qui trouve des idées et qui trouve des solutions. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est à pouvoir le dire ou ne pas le dire, et parfois le dire d'une manière indirecte, soit avec un sous-jacent, soit en le disant à tel que tel autre comprenne, sans avoir l'air de lui parler, des astuces de ce genre qui me permettent à moi d'avoir toujours mon cerveau plein d'idées. Je ne diminue pas mon quotient intellectuel, mais en même temps pouvoir justement stopper quand ce n'est pas utile ou présenter autrement. Voilà. Merci. Alors, oui, peut-être je peux rebondir sur ce que tu as dit, parce que je suis un peu sur un travail similaire, dans le sens où j'effectue l'effort de ne pas répondre aux mails. Et donc, alors que j'ai une forte propension à essayer de répondre le plus rapidement possible, avec le plus pour satisfaire mon interlocuteur. Et là, depuis une semaine, je fais l'effort de pas trop, de regarder vaguement ce qui arrive et de me dire aussi que je suis pas obligé de répondre systématiquement aux personnes, surtout si ce n'est pas utile. Et effectivement, ça fonctionne plutôt bien, ça libère du temps pour autre chose. Et aussi, il y a un deuxième exercice que je pratique, je ne sais pas trop si c'est en relation avec la symétrie intellectuelle, mais c'est d'essayer lorsque les mots surgissent, ou lorsque l'on me dit des mots, c'est d'essayer de les classer et de voir si c'est des mots, par exemple, qui engendrent un mouvement, qui sont des mots, par exemple, de nuance, si c'est des mots, par exemple, j'ai remarqué qu'il y a des mots qui ont un rôle, qui représentent une action, par exemple, dans l'espace, une action de, je sais pas, d'aller en avant, un mot qui a plutôt quelque chose qui est connoté à un sentiment, donc d'essayer un peu de sentir et de chercher un peu les mouvements ou les dynamiques de ce qu'il y a derrière un mot. Et c'est assez troublant parce qu'en fait, on s'aperçoit que les mots sont très, comment dire ça, très contextuels, et aussi que c'est très imprécis. On est beaucoup dans l'imprécision. Et donc, je me dis aussi que je suis extrêmement prisonnier par cette couche mentale qui, en permanence, forme une sorte de brouhaha qui souvent m'empêche d'être en connexion avec le réel, ici maintenant, mes sens. Et ça me trouble beaucoup. Et voilà, et après la difficulté, c'est d'essayer non pas forcément d'arrêter ce mouvement, mais plutôt de ne pas être emporté par lui. Et voilà, c'est un peu le travail d'auto-observation, de recul ou à distance. Et de stoppage. Ces mots qui ont privé de sens ou qui n'ont pas le sens précis, pointu que tu voudrais trouver. Ouais. Et la machine a été conditionnée par exemple, ce que tu disais, Amaury, à écrire bonjour, pour atténuer, donc il y a un conditionnement, et c'est ce que tu as dit, c'était vraiment, c'est très juste, et on retire cet adoucissant, et ça devient, on devient une brute épaisse. Donc, c'est... Ce qui est marrant dans ce que tu viens de dire, c'est que l'émergence de mots en moins, c'est les gens vont dire de ce genre de comportement que justement tu es une machine. Ce qui est marrant puisqu'on essaie de se libérer de la machine. Ça, c'est amusant en plus ce que tu dis. Depuis des années que je suis dans ce travail d'expérimentation, de libération du mécanisme, je me suis vraiment rendu compte de ça avec étonnement. C'est-à-dire qu'en effet, si tu essaies d'être attentif, les gens disent «
Mais tu n'es pas naturel, tu n'es pas spontané. Ben non, justement, je ne suis plus dans un automate conditionné à être faussement naturel. C'est difficile à expliquer. C'est vrai. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est au fil du temps, un peu ce que je disais à Carole, au bout d'un moment, on commence à avoir justement dans le vocabulaire plusieurs mots, notamment sur ce que disait Stéphane, et ces plusieurs mots qui apparaissent nous donnent le moyen de donner aux autres l'impression qu'on serait dans une fluidité. Alors que nous, on est toujours dans son sens. Celui-là, celui-ci. Nous, plutôt celui-là. Toujours dans la précision. Oui, toujours dans la précision, absolument, comme le dit Serge, mais c'est cette fluidité qui donne l'impression à la plupart des gens qu'on ne serait pas mécanique parce qu'on est fluide. On n'est pas comme des petits-enfants avec le cerveau pas encore mécanisé qui cherchent leurs mots. C'est marrant, on ne serait pas mécanique parce qu'on est fluide, la mécanique des fluides. Ah, tout à fait. Oui. Ben, ça, c'est très intéressant, tout à fait. Bon, très bien, c'est riche. Merci. Ouais. Alors, osons aborder les premières connexions. On va commencer à entrer dans la matière de connectivité neuronale. Et ce qu'il faut, c'est peut-être d'abord introduire cela à travers la réalité d'un mécanisme auquel nous sommes, un mécanisme qui est toujours en connexion, mais dans des connexions justement automatiques, des connexions qui ont lieu toutes seules. Alors, je vais prendre un exemple avec Stéphane, de la dernière fois, si je ne me trompe. Il y avait Stéphane qui s'était reculé dans sa tête pour approfondir un raisonnement. Et en même temps qu'il reculait dans sa tête pour le raisonnement, intellectuellement parlant, il reculait émotionnellement, motivationnellement, et peu à peu, il est en train de reculer corporellement. Et je lui dis, attention, parce que derrière, il y a un objet qui va tomber si tu continues de pousser. Il me dit, je recule, non, pardon, que j'avance. Bon. Et ça, c'est un tout à fait parfait exemple. Justement, ces connexions qui ont lieu dans nos cerveaux de grands singes sapiens, sur le plan donc, corporel et motivationnel, conceptuel, voire intellectuel, sans nous, donc sont des automatismes. Et nous, on peut se dire, je vais me concentrer superbement sur un des pôles, mais on oublie les deux autres en général. Et ce qui est intéressant de réaliser que l'on peut, alors c'était un peu ce qui se disait il y a quelques minutes, de pouvoir stopper telle ou telle phrase, tel ou tel début d'idée, tel ou tel mécanisme justement de phrase que l'on répond en croyant que ah oui, c'est bien, c'est la phrase à dire, c'est la phrase à écrire, mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment tout à fait ce que disait à un moment donné, par exemple, Carole, la notion de cher ami. Est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de cher? Il faut peut-être trouver d'autres mots plus vrais, plus sincères et qui nous mettent en harmonie avec nous-mêmes et finalement avec autrui. Et donc là, se dire, ces mécanismes ensembliers, si je prends ce terme-là, qui vont nous amener à être dans un processus corporel, motivationnel et intellectuel, mais qui n'est pas nous, qui n'est pas vraiment nous, qui n'est pas pleinement nous. Et là, ce qui devient intéressant, c'est de pouvoir commencer, je veux dire, le stopper tel ou tel appareil, tel ou tel, je dirais, neurosystème en nous, recadrer avec les deux autres, parfois prendre de l'effort, beaucoup d'efforts, sollicite, prendre, et prendre conscience que les gestes des mains, par exemple, si le Danfield qui parle maintenant parle, eh bien, il y aura des gestes des mains, il y a des gestes émotionnels, motivationnels en même temps, qui accompagnent ces gestes intellectuels, et sur 3 niveaux de mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, à un moment ou l'autre, ralentir tel, accélérer tel autre, qui parlait de Blaise Pascal, les tubes à effet, la mécanique des fluides. Oui, mais avant la mécanique des fluides, Blaise Pascal parlait de l'impression. Non, quand ça va d'un tube à essai à l'autre.
référence. On va dire comme ça, disons. Bon, je ne trouve plus le terme que je voulais dire, mais c'est cette idée-là, voilà. La percolation. Pas encore, ça c'est au petit déjeuner. Mais voilà, l'idée de se dire comment s'arranger pour que le tube à essai corporel puisse à un moment donné avoir son lien et couler un peu de liquide. Transvasé. Transvasé, ce serait déjà plus, oui, c'est l'idée, pour aller dans le tube à essai émotionnel, motivationnel, et puis dans le tube à essai à côté, intellectuel, conceptuel. Et c'est cette harmonie, cet équilibre qu'il nous faut gérer. Et quand nous sommes en train de parler avec une grande idée, on ne sait même plus qu'on exprime des émotions, on ne sait même plus qu'on est comme ça, quand on réfléchit, on a le corps tout tordu, que sais-je, d'absurde. Et donc, l'important, c'est de pouvoir créer des connexions pour prendre conscience d'eux, donc en fait des jeux de réentrance neuronale, je reprends les travaux de Gerald Edelman en neurobiologie, et dès l'instant où on a ces réentrances, qu'on associe à d'autres réentrances, à d'autres encore, soit les 3 neurosystèmes d'Homo sapiens, voire les 6 neurosous-systèmes si on juge des entrées et des sorties, et bien à ce moment-là, on commence à entrer dans une prise de conscience de soi globale. Et donc là, nous allons commencer quelques expériences simplement donc, sur le plan corporel. Et donc, je vous proposerais qu'on essaie, par exemple, alors, prenons la neurofonction numéro 1. Donc, on essaie de savoir si on est contracté ou relaxé. Et puis, on va essayer en même temps, par exemple, neurofonction numéro 2, tout simple, est-ce qu'on est placé en avant de notre siège, ou bien est-ce qu'on a, non, je ne vais peut-être pas monter dessus, on est en train de grimper sur le siège, etc. Donc, où sommes-nous? Est-ce qu'on est débordé d'un côté ou de l'autre, ou que sais-je? Donc, on essaie de garder l'attention portée à ces contractions, décontractions, relaxation, et en même temps des jambes, du visage, des bras, des mains, de tout ce qu'on voudra dans l'appareil dans lequel nous existons, et en même temps d'être attentif à ce positionnement dans l'espace. On rappelle que ce en même temps n'est pas en même temps véritable. C'est une auto-observation notre auto-observation qui passe d'une neurofonction à une autre. Et donc c'est ça qui va créer au fur et à mesure en même temps. En effet, pour compléter ce que dit Serge, alors j'ai un livre donc, de 2012 que je remontre parce que j'avais énormément travaillé sur la recherche en neuroconnectique concernant, on y reviendra d'ailleurs par rapport à certains textes d'étudiants, sur la notion de monotâche, de double monotâche et de double tâche. Et ce travail de recherche, en fait, une partie du travail de recherche, j'avais une discussion par Internet en 2004-2005 avec Étienne Piequelin, qui est un chercheur en neurobiologie, et c'est lui qui m'avait tout de suite montré, non, attention, on ne fonctionne pas dans une possible connexion réelle. Et c'est vrai, parce que l'attention, elle est jamais multitâche en tant que telle. Donc, c'est un peu ce que l'on pourrait prendre à travers l'image du cinéma, et c'est important toujours de penser. Le cinéma, c'est une suite d'images, et comme elles circulent à une certaine vitesse, notre cerveau a l'impression de voir un film continu d'images. Et donc, ça revient à cette idée qu'il y a donc une non-synchronicité, mais même si ce n'est pas absolument synchrone, mais au niveau des neurones, ça se synchronise, mais ça prend du temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est en effet de se dire, je vais prêter attention à un des paramètres qui m'intéresse, donc neurofonction numéro 1, contraction, relaxation corporelle, et ensuite, très vite, je m'intéresse à l'attention portée à mon positionnement
dans l'espace corporel, extracorporel. Et puis après, je reviens à l'un, puis à deux, puis à un, puis à deux. Et en jouant comme ça, au bout d'un moment, nous vient la sensation d'être dans les deux. Alors, il y a dans les neuroconnexions, donc là, on parle d'une neuroconnexion 1 avec la neurofonction 1, inter-neurofonction 2. Donc là, on l'a dans l'ordre. Donc on commence une auto-observation par la neurofonction 1, puis une autre auto-observation sur la neurofonction 2, et ainsi de suite. On revient à la neurofonction 1 et après sur la neurofonction 2. Mais il y a aussi la possibilité de travailler d'abord la neurofonction 2 et ensuite la neurofonction 1. Voilà, on est sur des possibles et on va s'apercevoir que par moment, on a plus de facilité à travailler dans un sens que dans l'autre. Je vais ajouter ça. Pour revenir sur ton analogie, Danfil, est-ce que tu oscilles entre les neurofonctions parce que là, tu parles de 1, ensuite 2, ou 2, ensuite 1, mais si je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ah oui. c'est la même chose, j'ai envie de dire, puisque tu fais 1 et ensuite 2, 1, 2, 1, 2, 1, ou tu implémentes 1, 2, 1, 2. Donc, est-ce que c'est une forme d'oscillation qui permet dans le temps accéléré pour avoir une sensation de cinéma, comme tu expliquais, le cinéma qui te donne l'illusion de fluidité? Est-ce que c'est le but de l'expérience au final? Alors, c'est un des buts, parce qu'évidemment, sous-jacent de ce que vient de dire Serge, c'est qu'on s'est rendu compte à force d'expérimenter avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, qu'en soi, il y avait cette facilité pour les uns ou pour les autres de commencer par ceci ou par cela. Et donc, on peut très bien, comme tu dis, c'est 1, 2, etc., ou c'est 2, 1, etc. Dans les deux sens, c'est pareil, sur le plan de la combinatoire mathématique. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire que quand tu le mets en œuvre, et c'est ça l'objectif finalement, on y revient et encore, émerge, on est dans un processus darwinien, voire néo-darwinien, si on s'intéresse aux travaux de Richard Dawkins, mais sur le gène égoïste, mais on crée l'émergence d'une conscience, l'émergence d'un jeu conscient. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que l'attention portée à justement, par exemple, prenons à l'envers, mon positionnement, on commence par le 2, mon positionnement dans l'espace, là je suis là, j'étais dans une voiture, maintenant je suis dans ma maison, par exemple, et puis en même temps, je prends conscience que j'ai relaxé mes épaules, quelle détente, donc il y a la neurofonction 1, après la neurofonction 2 qui s'active, bien, d'aller vers l'un, puis vers l'autre, puis vers l'un, puis vers l'autre, produit l'émergence de ce jeu qui prend conscience de je suis en promenade entre les deux. Je suis dans la connexion des deux. Et c'est ce jeu-là qu'on va en réalité rappeler par la suite, donc un ensemble de neurones préférentiels. Je me réfère évidemment aux travaux de Marcel Mesula, 1980, sur ces neurones préférentiels, c'est-à-dire l'idée que, donc c'était un neurologue israélien qui avait travaillé sur qu'est-ce que le moi. Et c'est extrêmement intéressant parce que là, on a une dérivée finalement. Vraiment un jeu mathématique. On a notre moi premier, oui, moi je, stade 1 de veille, donc un automate, moi j'aime le vert, j'aime pas le bleu, je sais pas, des histoires comme ça. Et puis apparaît soudainement, parce que justement, on va être attentif ou attentive à ce est-ce que je suis tendu ici ou relaxé ici, et en même temps, connexion à est-ce que je suis par là ou est-ce que je suis par là-bas, comment je me positionne dans l'espace extracorporel, parce qu'il y a ces deux fonctions 2 et 1 et 2, que j'associe l'une à l'autre, que je connecte l'une à l'autre, eh bien, cette émergence, ce jeu qui émerge, va devenir prédominant pendant quelques fractions de seconde, et peu à peu, va devenir, je dirais, presque équivalent au moi-je habituel. C'est-à-dire que le stade 2 de veille va devenir un second jeu, un second mode de fonctionnement de la machine cérébrale. D'accord. C'est un peu comme un ami imaginaire, en fait. Ah oui, là, il n'est plus très imaginaire, parce que quand tu as conscience de toi
et tu te dis, tiens, je suis en train de rire comme ceci et pas comme cela, là, tu es frappé, dirais-je même, parce que je me dis, tiens, je ne m'étais jamais rendu compte que je riais, c'est Monsieur Jourdain qui dit de la prose sans le savoir. Je ne m'étais jamais rendu compte que je riais, et encore moins, je riais comme ceci plutôt que comme cela. Et soudainement, j'en prends conscience. Et là, d'avoir conscience de je riais, mais plus encore, il peut y avoir justement, alors on va revenir sur des connexions. Venons sur le ha ha ha, en fonction numéro 7. Mais en même temps, le ha ha ha, c'est un mouvement ha 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 corporel, et en fonction numéro 4. Et si jamais je fournis l'effort soudainement, au lieu d'être pris dans un ou dans l'autre de ces mécanismes à auto-observer, donc deux processus attentionnels, ben si j'essaie de m'intéresser aux deux, à l'un, à l'autre, à l'autre, à l'un, à l'autre, bien au bout d'un instant, peut-être prendre du temps au début, mais au bout d'un moment, bon, dirais-je, soudainement, j'ai conscience que il y a tel mouvement corporel avec telle voix. Et là, je réalise, ça, c'est mon moi-je du moment. Et le jour où je vais avoir un autre mouvement, je me dis, dans quoi j'habite là, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est pourtant moi, alors c'est une des variantes de ce moi-là. C'est une des bestioles dans la bestiole. Voilà, exactement. Il y a des gens qui ont des personnalités qui s'ignorent, mais là, après, ça devient un peu schizoïde, c'est dangereux. Je vais revenir sur les auto-observations et les stoppages pour rappeler ce qu'on a déjà dit, il me semble. On va le rappeler à nouveau. Une auto-observation, c'est une forme de stoppage pour laisser la place au réel, pour laisser la place à l'auto-observation, pour laisser la place à la conscience qui va auto-observer ce qui est en train de se passer, précisément avec la neurofonction que l'on aura choisie. Donc, je rappelle, hein, l'auto-observation est une forme de stoppage. Elle laisse apparaître un stoppage. Il y a une décision d'auto-observation. Je voulais rappeler ça. Est-ce que dans l'auto-observation, en allant d'une neurofonction à une autre, Danfield, dans ce que tu as dit, et ce que j'ai compris dans ce que tu as dit, c'est qu'avec le temps ou avec l'entraînement, tu arrives à associer et en même temps, je pense, anticiper. Si je ris, si ma machine rit, ma machine va. Machinerie si la machinerie, je sais que la machine va bouger de cette façon. Est-ce que l'un des buts, c'est de comprendre l'influence d'une neurofonction sur une autre, ou est-ce que c'est juste un produit dérivé, pour rester dans les mathématiques? Et qui tient un peu l'intégrale. Mais non, c'est pas juste un produit dérivé. Ça peut être. Alors justement, on était sur le projet de livre collaboratif. Il y a un début de travail de Serge. À un moment donné, j'en parlais aussi avec Stéphane. Et pour toi, peut-être sur la Maurice, ce serait une thématique qui pourrait t'intéresser et t'interpeller, de se dire précisément, est-ce que je peux capturer comment un mécanisme dans une neurofonction mienne influence le mécanisme donné d'une autre neurofonction. Et si jamais on change quelques paramètres, voilà que notre neurofonction sera peut-être même carrément, c'est comme en génétique, sera carrément désactivée. Et ce sera une association, une connexion avec une autre neurofonction qui s'établira à la place. Ou bien, toujours avec la même neurofonction, mais amoindrie ou modifiée de telle ou telle façon. Alors, les principes qu'on trouve d'ailleurs en informatique, supprimer, créer ou modifier. Et oui, ça peut être extrêmement enrichissant. D'accord, donc jouer sur et créer des asymétries, par exemple, si je rigole et ma neurofonction j'arrive pas à mémoriser les numéros et une neurofonction, donc je dois revenir à ma liste à chaque fois, mais mon positionnement. Dis-le pas de façon numérique, mais plutôt sémantique. C'est-à-dire, voilà. Quand ça rit en moi, quand il y a
quand ça arrive en moi, je pourrais expérimenter de rester ultra figé, comme si justement j'étais en position autoritaire, mais en oui joyeuse, par exemple, juste pour Oui, jouer. on peut choisir ça en nous peut choisir de rire intérieurement, par exemple. C'est un peu le cas quand on a des fous rires et dans une situation qui ne le permet pas. Oui, oui, c'est peut-être très gênant, en effet. Oui, c'est très gênant. Ça m'est arrivé à l'enterrement de ma grand-mère. C'est compliqué. Mais là, en même temps, c'est ça qui est très intéressant parce que, bon, alors, on est un peu dans le domaine des émotions et de l'affection, mais il est vrai que on a parfois des comportements dans notre machine, dirais-je modestement, des comportements excessifs, mais comme le rire névrotique, le rire nerveux, c'est aussi quand on est devant je ne supporte pas, mais c'est pas possible, ma grand-mère est morte. Et là, on a un fou rire, mais c'est pas le fou rire sur ce qui se passe, sur les gens ou sur la mort de la grand-mère. C'est un fou rire sur c'est inadmissible qu'elle soit morte. Voilà. Mais en fait, pour expliquer l'histoire jusqu'au bout, c'est parce que le prêtre chantait, et il chantait faux, mais très faux. Et donc, comme il y avait une tension, si tu veux, dans l'événement, ça a créé un fou rire qui s'est un peu propagé, d'ailleurs. Donc, c'était un peu une situation. Mais au moins, on a beaucoup ri. C'était plutôt un bon souvenir. Peut-être que, alors si on se passe sur les hypothèses des fantômes, peut-être que ta grand-mère, en tant que fantôme, se disait, mais bon, trop triste, là. Je suis tranquille, j'ai plus mal nulle part, arrêtez d'être riez un peu. Je ne sais pas, mais il chantait très, 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 très faux. Alors là, par exemple, on est dans des moments joyeux, mais on peut sentir nos poumons qui bougent, notre sourire, les grands singes qui montent les dents, parce qu'on est toujours comme ça, dans cet appareillage-là. Mais on peut avoir ça, et puis on fournit l'effort d'être attentif, par exemple, à les sons qu'on entend, dont le son de notre propre voix, parmi tous ces sons. Voilà, cet effort d'attention basé sur deux neurofonctions corporelles. Alors, qui a envie d'y essayer et de nous donner donc un double exemple qui peut être expérimenté dans les 7 neurofonctions base. Je viens d'attraper la réflexion. Quand je réfléchis, je mets ma main comme ça et j'arrive. C'est très très dur. C'est très très dur. Là, je le refais encore. Non, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut juste se dire, ah bah c'est ça, ah bah tiens. Tu explores la planète Mars, voilà. Et tu es rentré dans la peau d'un martien, je ne peux pas le dire, et tu explores donc la planète Mars à travers être à l'intérieur d'un martien. Je trouve ça plus que ça. Voilà. Carole, qu'est-ce que cela te donne comme impression ce dont on parle? En fait, j'essayais d'expérimenter un petit peu justement les deux neurofonctions dont tu as fait état, de faire des allers-retours sur ma posture. Tu as fait état et faire des allers-retours. Il y a beaucoup d'aluminium dans ton discours. Et en fait, dans mon esprit, j'étais persuadée de ne pas avoir utilisé le verbe faire. Mais bon, c'est un peu les dérives dont parlait aussi Amaury. On n'y fait pas toujours attention. Donc, il faut se concentrer sur ces éléments-là. Aller-retour entre les deux neurofonctions dont tu faisais état, donc dont tu parlais. Et j'ai pris conscience que pour éviter de mettre ma main comme ça quand j'essaye de me concentrer, j'avais croisé les bras
mais j'avais le pied qui arrêtait pas de s'agiter. Donc en fait, c'est comme si la concentration essayait de s'échapper, ou s'il y avait un mouvement interne dans le corps qui essayait de s'échapper, quoi qu'il en soit. Donc c'était assez amusant effectivement d'observer les allers-retours entre ces deux neurofonctions. Bon. J'ai essayé simplement d'expérimenter là dans l'instant qui s'est écoulé. Alors, Donc, j'ai détendu les bras, je ne suis plus comme ça parce que j'essayais absolument de me concentrer. Et le fait peut-être de m'exprimer, ça m'a permis aussi de détendre une partie de mon corps. Je ne sais pas. C'est une observation. alors, bon, je joue un petit peu sur le côté intellectuel, mais ça, on va l'oublier un moment, parce que plus tard, on travaillera après les connexions corporelles, on travaillera les connexions conceptuelles, et encore plus tard, on travaillera les connexions corporelles conceptuelles. Donc, on va y aller dans douceur, mais par contre, pour ce qui est des mécanismes, je vais revenir sur ce qu'a introduit Serge, c'est-à-dire la notion de choix, de sélection entre je commence par ceci ou je commence par cela. Parce que pour certains d'entre nous, et nous sommes tous différents les uns des autres, il faut observer notre variété, notre diversité. Pour certains d'entre nous, ce sera plus simple de se dire je commence par l'attention portée à une contraction, ou bien à comment est ma posture corporelle, ou bien est-ce que j'ai des petits mouvements, on ne sait pas trop où, ou bien est-ce que j'écoute, ou bien est-ce que je regarde, etc. Donc c'est dès l'instant où on arrive à se jongler, se promener sur plusieurs choix de ceci et cela que j'essaie de connecter ensemble, jusqu'au moment où je trouve ce qui est le plus aidant pour moi, qui va m'aider à pouvoir faciliter le reste de l'expérimentation. Stabiliser la non-connexion. Intéressant. Ça m'interpelle ce que tu dis là, parce que moi, ce qui me vient en premier en tête, quand je relis les deux neurofonctions, c'est le moment où je me maquille le matin dans la glace, et où donc il y a une espèce d'auto-observation aussi qui se met en place, mais inconsciente. Et je me suis, enfin, j'ai auto-observé ma biopsychomachine en train de faire toujours la même moue, de réaliser toujours la même moue au moment où je mets un trait de crayon, et en même temps de créer un son avec ma bouche à ce moment-là. Et c'est toujours un A ou un O très particulier. Et je le crée en même temps, exactement au même moment que je me mets le trait de crayon ou le récit. Et donc, au moment où tu parlais de ça, c'est cette image-là qui m'est venue. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller un peu plus loin dans cette auto-observation de ma biopsychomachine pour voir, en fait, quelle est la partie la plus importante inconsciente et quelle est la partie la plus consciente de tout ce théâtre qui est en train de se mettre en place à ce moment-là. C'est pas trop de savoir ce qui va être plus conscient ou plus inconscient, parce que avec ce dont on a parlé un petit peu avant, la non-plasticité cérébrale, peu à peu, tout devient plus conscient. C'était d'ailleurs le grand souhait de Sigmund Freud, qui était avant tout neurologue, c'était de se dire amenons vers la conscience. Mais ce qui est plus intéressant, c'est plutôt d'essayer de capturer en même temps, c'est-à-dire entre guillemets en même temps comme on l'a évoqué avant, donc quasiment en même temps, c'est quasi, à la fois l'information, on va dire visuelle, puisque comme tu dis, tu es dans un miroir, et à la fois l'information sensorielle. Alors sensorielle, soit au sens des mouvements
corporelles, comme tu disais, voir des postures corporelles, si je suis dans la I ou A ou dans mon visage. Et en même temps, alors là, tu peux le diviser en deux neurofonctions que tu observes, ces deux-là. Mais tu peux aussi avoir deux autres. Tu peux avoir la neurofonction auditive que tu viens d'évoquer, le OE, quand tu as, par exemple, un mouvement de plissement de la joue pour laisser l'œil visible ou je ne sais quoi, je ne sais quelle partie dans ton visage. Donc là, deux à deux, tu peux avoir la double observation, puis la double observation. Est-ce qu'il y a des facilités entre... Je viens de t'observer pendant que j'écoutais. J'ai essayé de forcer l'observation sur deux neurofonctions prédéterminées, donc en disant je vais alterner entre l'ouïe et la vue. Et j'ai auto-observé effectivement une forme de, comme un appareil photo qui prend un focus à chaque fois que je repasse de la vue à l'audition. Il y a très rapidement une perte de focus qui revient automatiquement, comme si la machine avait besoin d'utiliser son processeur central pour aller vers l'ouïe. Mais là, c'était moi qui décidais avant, je vais utiliser ces deux neurofonctions et passer entre l'une et l'autre. Et après, je suis passé en mode passif où j'ai auto-observé, par exemple, si je m'assois en arrière sur ma chaise, si je me relaxe, l'auto-observateur qui observe le mouvement va immédiatement passer sur l'auto-observation du regard. C'est la neurofonction qui est prépondérante quand je me concentre juste sur une neurofonction. Donc il y a une forme un peu active-passive. Si je prépare, ok, je vais me concentrer sur ces deux neurofonctions, 1, 2, 3 par T. Et si je me concentre sur une neurofonction, il y a une seconde neurofonction qui automatiquement vient de façon prépondérante. Je ne sais pas si ça a du sens ce que j'explique. On a beaucoup, oui. Et en plus, tu peux observer avec l'expérience, avec le temps, que selon des moments, des situations, ce sera telle fonction qui sera la prédominante, l'active, je prends ton terme, et telle autre qui apparaîtra parmi toutes celles qui s'activent, mais à laquelle, en réalité, tu prêteras attention. En réalité, tout fonctionne tout le temps. Comme les gens qui racontent une mythologie, on utiliserait 10% de son cerveau, c'est complètement faux, on utilise 100%, mais simplement, on utilise, la machine utilise. Mais sommes-nous conscients? Non. Et c'est là que c'est intéressant de se dire, je prête attention à ceci et je prête attention à cela. Par exemple, tu peux avoir une prise de conscience d'un mouvement interne, de la respiration, tu es en train de respirer, et puis, comme tu viens de le dire, parce que tu es dans un groupe de gens, ça manque d'air, il y a eu beaucoup d'efforts, comme moi hier j'ai parcouru 23 km, donc ça a beaucoup marché, je n'étais pas habitué. Bon, eh bien, si tu es en montagne, par exemple, les 23 km, c'est épuisant, parce que air raréfié, moins d'oxygène. Donc là, ce sera peut-être justement cette attention portée aux mouvements corporels internes, notamment respiratoire, voire circulatoire, si le cœur se met à battre la chamade, qui sera ton repère de base, ton domaine actif, si je puis dire. Et puis par contre, eh bien, ton regard, par la vision, deviendra plus passif. Ce sera une attention que tu pourras porter à, tiens, plutôt à ma vision, plutôt qu'à mon audition, à je ne sais quoi, ma marche ou autre. Ce sera ce que je vois, ah c'est beau, ah, ça me galvanise, mais connecté d'abord à la respiration, par exemple. Mais, à contrario, tu es en pleine ville, je sais même plus que tu as une respiration, mais par contre, il y a des jeux de couleurs, il y a des gens qui crient, ben, c'est l'oreille qui va peut-être être le démarrage. Là, tu te dis, ah, en fait, entrons en expérience, je vais essayer de porter mon attention, prêter attention, sur une autre neurofonction. Par exemple, là, justement, il y a la foule, est-ce que les gens vont rentrer dedans? Donc, où est-ce que je positionne mon corps dans l'espace? En fonction de...
C'est vrai que pour éviter d'en laisser une de côté, je parle des neurofonctions, il vaut mieux s'atteler dans un premier temps à expérimenter celles que l'on nous demande d'expérimenter. Et ensuite, on sera bien habitué. Mais tu peux aussi jouer à ce que tu viens de dire, Amaury, de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est très agréable de sentir, d'attraper, de capturer une neurofonction qui arrive après comme une sorte de lumière qui s'allume, et tu vas attraper ce qui se passe avec une première neurofonction qui, elle, s'est agitée et t'a réveillé. Non, c'est vrai que là, on commence par un travail donc, en pratique numéro 11. C'est tout simple, hein, c'est vraiment basique. Puis après, ben, on osera petit à petit essayer de séparer du sensorimoteur, du végétatif moteur, par exemple. Donc, pour reprendre ce que vient de dire Serge, par exemple, on n'y est pas encore, mais on peut l'anticiper. Si jamais je prends la neurofonction 4 et la neurofonction 5, autrement dit, je traduis en numérico-sémantique, la neurofonction qui m'amène à être attentif ou attentive à ma posture corporelle, donc je suis attentif à ma posture corporelle, et en même temps, ou à côté, j'essaie d'être attentif ou attentive à mes mouvements corporels. Respiration, les regards, les petits gestes qui peuvent apparaître dans la machinerie, dans le processus. Et là, on est resté sur des éléments de même nature. C'est-à-dire qu'on est dans du corporel moteur. Par contre, si jamais je décide, chacun décider un analogue, ce serait, par exemple, se dire, je vais être attentif à deux neurofonctions entrantes, visuelle et auditive. Bon, c'est encore un processus d'approche. Ça, on travaillera peut-être après, mais là déjà, voilà. Mais là déjà, d'avoir un travail plus simple, plus souple pour commencer. Je veux dire, distinguer, lorsqu'il y a auto-observation, l'entrée de la sortie, c'est ça, ou l'influence d'une entrée sur une sortie? Non, ça viendra par la suite, justement. C'est que là, pour l'instant, déjà, commençons simplement ce qui nous passe par le cœur, la tête, l'envie, voilà. Mais par contre, après, oui, on pourra se dire, est-ce que je prends une entrée, une sortie? Est-ce que je prends simplement deux sorties ou deux entrées, exactement? Ou ce qui est propriocepteur, donc ni entrée ni sortie, puisqu'on a aussi le rôle corporel et en fonction numéro 1, la tension-relaxation qui s'équilibre sur le plan du fonctionnement, eh bien, on peut se dire, on peut prendre aussi ces deux-là, qui sont ni entrée ni sortie, en se disant, je vais être attentive à ces deux-là. Mais je dis, on va travailler petit à petit là-dessus. Prenez déjà ce qui vous vient, l'envie d'idée. Est-ce que tu recommandes pour rester dans les mathématiques, une combinaison des 7 neurofonctions par paire, ou bien est-ce qu'on explore tu vois ce que ça fait? Ça fait. Ça donne énormément de combinaisons entre deux neurofonctions, vu que j'ai oublié mes formules mathématiques. 49 moteurs, oui. Voilà. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, puisqu'il y en a 7 jours de la semaine, on pourrait les schtroumpfer les uns avec les autres et les autres avec les autres encore. Mais non, pour l'instant, après alors je vous dis pour la suite du programme, il y aura
neurofonction telle avait connecté avec telle autre, précisément. D'accord. Et pour l'instant, c'est la mise en bouche. Moi, je pourrais vous parler de certaines associations qui sont intéressantes au niveau du travail, par exemple. La 3 Inter 5, quand vous êtes devant votre ordinateur et la posture. En lecture aussi, 3 Inter 5. En lecture, vous avez 4 Inter 5 également. 4 dans les mouvements. Il y a les mouvements oculaires aussi qui sont intéressants. Lors d'une promenade, 3 Inter 4, c'est pas mal. Et puis 3 Inter 4, c'est-à-dire la vue, oui, je vois Amaury, vue plus mouvement, plus mouvement corporel. Lors d'une promenade, si vous êtes assis sur un banc, c'est agréable aussi. 3, donc la vue inter 5, qui va être la posture. Et puis, vous avez la 3 Inter 7 qui est sympathique aussi. Il faut essayer de les associer pour que cela vous apporte dans le quotidien. Essayez de voir ce qui est intéressant à expérimenter dans votre quotidien là tout de suite. Vous en choisissez 4-5. D'accord. Je travaille beaucoup a posteriori. La machine a une bonne mémoire. Je vis apparemment pas dans le présent totalement, mais rentrant de vacances dans un beau contexte, je dis par exemple 3 Inter 7 avec les oiseaux qui chantent et un paysage magnifique par exemple, et absorber ça. Ok. N'oubliez pas, pour neurofonction 3, qu'est-ce que ça regarde, ça entre guillemets. Alors des couleurs, des formes, c'est pas simplement la vue, le relief, est-ce que je vois le paysage et un personnage devant ou un objet. N'oubliez pas quoi. Et pour la 7, ce serait pareil, est-ce que c'est des sons graves, des sons aigus, qu'est-ce que je t'observe en premier, qu'est-ce qui vient, petit son, voilà. C'est des précisions comme ça qui sont importantes, mais on oublie souvent. Alors, quelles sont vos premières impressions, toujours dans le champ de la caméra, donc sinon après, par rapport à cette nouveauté, puisque là maintenant nous entrons vraiment en neuroconnectique, c'est-à-dire on s'efforce de connecter ceci à cela. J'ai d'autres questions pour vraiment comprendre le protocole. Quand on a démarré les TD et qu'on prenait les neurofonctions une par une, on avait juste une neurofonction, donc on auto-observait quelle couleur je vais absorber, quelle forme je vais visualiser, par exemple, sur la neurofonction de la vue. Mais dans le contexte de deux neurofonctions, est-ce que je prends des notes sur exactement la même chose, mais une neurofonction après une autre, ou est-ce que je note une différence par rapport à l'auto-observation d'une neurofonction considérée seule? Et si j'ajoute la deuxième neurofonction, je note une différence, ou est-ce que c'est le... Ça peut être enrichissant de te dire, celle qui me stabilise, tu parlais de l'active, je reprends ton terme, c'est plutôt celle-ci dans ta situation, et celle qui vient se coller dessus, c'est plutôt celle-là, donc la passive, je reprends ton terme. Un exemple concret, très concret, pendant que je t'écoutais, elle s'est focalisée en moi, donc une expérience toute simple, je réalisais que j'avais les mains en jointe, comme ça, en prière. Bon, okay. Et en même temps, j'avais cette attention corporelle, motrice, de type posturale. Et en même temps, j'étais en train de regarder Amaury en train de parler. Donc je te regardais, et donc je réalisais que j'étais dans cette double attention. Donc je peux très bien réaliser qu'il y a l'attention posturale en premier, puis l'attention visuelle en second. Qu'il y a une attention donc
corporelle motrice en premier, une attention donc en sortie, puis une attention sensorielle, donc en entrée, en second, dans la situation de quelqu'un me parlant. Ah, je te raconte l'éternuement en retour de main. Je me suis dit au moment de l'éternuement que j'aurais pu auto-expérimenter de garder les yeux ouverts, ce qui est pas évident quand on éternue. Et Mais tu vois là par exemple dans l'éternuement, dans le mouvement de contraction et d'éternuement, j'ai auto-observé que je fermais les paupières. Je fermais les paupières, voilà. Enfin, que les paupières de ta machinerie, enfin que tes paupières se fermaient, que toi dedans tu observes. Et puis si, je veux juste ajouter avec ce que tu as dit, Amaury, il y a aussi l'expérimentation de ce dont tu as parlé d'Anne-Phil tout à l'heure, c'est-à-dire du jeu qui émerge à l'intersection des deux neurofonctions qui sont auto-observées. Donc il y a cette idée aussi de ces moments où tu es pleinement là, à l'intersection de ces deux auto-observations. Ça, c'est intéressant également. Okay. Je donne un exemple, par exemple en 3 inter 4, c'est souvent je donne cet exemple-là, l'exemple de la promenade avec la vue et les mouvements. Bon, il faut expérimenter une promenade sans, une promenade avec une seule neurofonction et une promenade avec une neuroconnexion. Et donc là, vous allez voir, entre guillemets, vous allez saisir, percevoir les différences entre ces modes de fonctionnement. Alors, je me permets aussi, Amaury, de revenir sur une thématique que tu as évoquée. Par exemple, là, c'était la thématique finalement, de l'acceptation ou du refus d'un processus, d'un mécanisme. Alors, la main gauche du Danfield dans lequel j'habite, souvent, c'est un petit peu comme Carole il y a quelques minutes, ça se remonte comme ça. Comme ça. Mais ça c'est quand je suis au zoo, mais là non, c'est pas un zoo comme ça. Là, je suis en civilisé, comme ça. Mais au zoo, oui, c'est vrai. Et donc, la main qui vient comme ça, eh bien, je l'observais de l'intérieur. Je pouvais la voir, puisque nous avons des caméras. Donc, j'avais deux sources d'informations en termes d'attention. Mais, donc là, souvent, il y a un mécanisme qu'on connaît, qui est le refus de « non, ça a l'air ridicule, j'ai toujours le même mouvement, la même posture ». Mais autrement, non. Il faut en soi stopper le stoppage, si je puis dire. Stopper consciemment, décisionnellement, le stoppage automatique, mécanique, qui vient quand on se double observe, si je puis dire. En l'occurrence, là, je sens, ah oui, là, oui. Alors, ben, je sens ma main, elle touche mon visage, je sens mon visage, elle est touchée par la main. Et en même temps, je me vois dans le miroir. Ouh là 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 là. Donc, quelqu'un en moi voudrait retirer, ben non. Je retire le retirement et je laisse en me disant, c'est comme ça, c'est dans cette machine-là. Je n'ai pas besoin de retirer parce que, autrement, ce qui se disait tout à l'heure, je crois que c'est Carole qui nous disait ça, n'est-ce pas, les pieds qui vont s'agiter parce qu'on a désagité, enfin, on a déconstruit, on va dire, en ce terme-là, un mécanisme à un niveau et il y en a un autre qui apparaît à un autre niveau. On se libère pour s'emprisonner, donc c'est pas utile. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste un choix. Que l'observation n'influence pas la machine, juste auto-observer pour comprendre la machine. Voilà, c'est ton choix vraiment de changer ou pas ce que tu auto-observes.
Soyons nietzschéens, soyons par-delà le bien et le mal. Je pense que tu dis sans dire. Par exemple, si je s'auto-observe, si j'observe la salade entre les dents, je peux décider de ne rien faire. Alors, ne rien d'aluminium, mais en même temps, tu peux te dire, bon, je vais quand même pas laisser un foyer de bactéries, alors... La question est de savoir si le plus de conscience de soi va vers plus d'acceptation ou plus de détestation. Plus d'acceptation, sans nul doute. Parce que de toute façon, tu ne peux pas aller autrement. Mais en même temps, ce que tu viens de dire, Isabelle, il faut remarquer que les grands singes sapiens dans lesquels nous habitons sont plus proches du chimpanzé et du bonobo, et donc sont très travaillés par un mécanisme, je vais prendre quelques gros mots, amygdalo-hippocampien. Traduction, on a une sorte de machine à jugement qui passe son temps à « Ah, mais ça, c'est pas assez. Ah, ça, c'est mieux. Ah, mais j'aime pas si. Ah, mais ça, j'aime. » Sans arrêt, c'est ça dans la tête. Et ça va même sans les mots. C'est-à-dire qu'il y a un geste, là, comme ça, j'aperçois le Danfi dans lequel j'habite. Mais pourquoi c'est comme ça et pas sans les mots, et pas avec l'autre main, sans les mots? Voilà. On est en plein de mécanismes, et ce qui est intéressant, c'est précisément d'éviter absolument le jugement. Et quand on évite le jugement, il ne peut pas y avoir détestation. Il y a juste observation, voilà, c'est là. C'est factuel. Ok. Alors, OK pour Isabelle, un OK côté Amaury et côté Carole. Alors. Ça OK. Je prenais des notes. Je me posais un peu les mêmes questions qu'Amaury sur la façon de qu'on allait devoir ou qu'on allait pouvoir expérimenter effectivement ces neurofonctions. Parce que déjà, l'entreprise me semblait non pas excessive, mais quand même assez conséquente, parce qu'avec cette neurofonction qu'on pouvait coupler, effectivement, ça paraissait assez impressionnant. Mais même sans aller jusque-là, c'est la question que je me posais, c'était par quel bout le prendre, en fait, sans forcément me dire je commence par telle neurofonction et je l'observe avec telle autre, mais c'est plutôt dans l'auto-observation, qu'est-ce que je peux en faire à part me dire, voilà, je vais prendre ça, je vais l'accepter, je vais le poser, c'est factuel, effectivement, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, plus tard, ou je sais bien qu'on est dans des expérimentations qui s'enrichissent au fur et à mesure, mais il y a quand même cette petite question derrière. Alors, je te réponds à travers déjà une petite expérimentation. Là, je suppose que quand tu parlais, il y avait presque les jambes qui bougeaient comme ça. Donc, je ne vois pas les jambes, mais je les vois entre guillemets, je te vois. Tellement sauté, donc... Et, voilà. Et justement, ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux coupler, dans l'exemple là, la prise de conscience de ces jambes tiennes qui sont en mouvement, donc un mouvement corporel du bas du corps, jambes, et en même temps de l'écoute de cette Carole dans laquelle tu habites qui est en train de parler. Et tu te pointes de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, donc attention vers ici, attention vers là, attention vers ici, attention vers là, et tu es dans cette observation. Alors ensuite, je réponds plus profondément à ce que tu disais. Donc je te disais, oui, il y a un moyen de commencer par ce qui est relativement simple, qui apparaît à tout moment, mais pour approfondir à quoi ça sert, et à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, à développer des connexions
par là, par là, partout. Ces connexions, c'est-à-dire donc des jeux de synapses, c'est-à-dire des connexions qui se stabilisent sont des synapses, mais ces synapses, ça veut dire aussi donc des liens immenses dans le cerveau. Par exemple, on s'est rendu compte que le développement de l'intelligence, on revient par exemple sur les hauts potentiels intellectuels, eh bien, ce sont toujours à côté des hauts potentiels émotionnels. C'est-à-dire que si j'ai le cerveau qui fonctionne avec plein d'idées, parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai envie de comprendre, parce que je voudrais dire à l'autre. Et donc, on s'aperçoit de la proximité dans l'ensemble du cerveau, parce qu'il y a aussi le troisième domaine, c'est aussi parce que je vais corporellement bouger la viande qu'il va y avoir ces résultats. Si jamais ma viande est complètement atrophiée, que je ne bouge jamais, à un moment donné, il y aura une limitation dans cet enrichissement, j'ai envie de dire, dans ce développement intellectuel, émotionnel, motivationnel. Donc, on comprend bien qu'il faut bouger avec toutes les possibilités de la machine. Et on comprend qu'au bout d'un moment, je reviens sur ce que je disais au tout début, apparaît une émergence darwinienne d'un groupe de neurones nouveaux qui va définir ce qu'on pourrait appeler la conscience de soi au stade 2 de veille, c'est-à-dire cet auto-observateur, cette auto-observatrice qui de plus en plus apparaît. C'est-à-dire on ne se lève plus en passant toute la journée comme un automate, mais à un moment donné, alors ça peut être à l'instant du réveil, ça peut se perdre, ça peut se retrouver sous la douche, ça peut revenir au petit déjeuner, ça peut... Il y a, soudainement, je m'auto-observe, je suis là dans la machine. Et c'est pas seulement je suis là avec une petite fragilité de « Ah, tiens, j'ai pris conscience que je clignais des yeux à tel moment où j'avais la tête penchée vers la gauche ». C'est pas seulement ça. C'est à un moment donné, je dis ça d'ailleurs, c'était amusant parce que vous étiez à 3 sur la caméra, avoir la tête clignée vers la gauche. Mais bon, c'est très intéressant de découvrir, ça fonctionne comme ça en moi, mais quand je fournis l'effort d'être attentif ou attentive à un second paramètre, je parlais de couplage, et à niveau moléculaire, ce sont des couplages, c'est vraiment ça. Eh bien, ce qui se passe, c'est extrêmement intéressant, c'est que là, on développe la sollicitation, c'est le principe Hebbien, c'est Donald Hebb qui l'avait montré, un neurone A qui s'active vers un neurone B, le neurone B, au bout d'un moment, cherche l'activation qui provient du neurone A et pas d'un neurone A'. Bien là, c'est exactement le processus qui apparaît. De plus en plus, on crée un renforcement dans ces connexions. Et de plus en plus, on a une fédération en soi de l'ensemble. Et au lieu d'être ce que nous sommes dans la vie quotidienne, au stade 1 de veille, alors je vais reprendre un terme d'ailleurs pour tout en neurobiologie, des modules. C'est-à-dire un module ceci, un module cela, un module qui parle, un module qui lève la main, un module qui écoute, un module qui clique de l'œil, etc. Eh bien, au lieu d'être plein de modules qui se rejoignent de temps en temps vaguement en disant « Tiens, je suis là, ah bon ?» Eh bien non. De plus en plus, ces modules deviennent fédérés, et deviennent fédérés parce qu'au début, on crée une petite fédération entre deux, donc on est sur les associations dont on parlait avant, des connexions. Mais au bout d'un moment, bien, on a essayé ces deux-là, puis on essaie un de ces deux-là avec un autre, puis peu à peu, cet autre avec un énième, et puis peu à peu, bien l'ensemble commence à se connecter dans tous les sens et se fédère. Et au bout de plusieurs années, eh bien, on a des moments où on a une conscience de soi, mais qui n'est pas seulement une conscience parcellaire. Par exemple, si je parle et que je suis un intellectuel, je vais réfléchir à si je dis tel mot, ça aura telle application, donc je vais le développer par rapport à telle idée, mais un tel qui m'écoute pourra mieux comprendre si je prends tel... Bon, ça c'est intellectuel. Mais j'ai peut-être complètement oublié que j'avais un corps. Bien non, là j'aurai la conscience de ce corps en même temps, la respiration. Donc je ne serai pas à 90 ans ou à 80 ans avec un corps complètement effondré, et dans ma tête, je pense en me disant, ah, c'est terrible, je suis tout lucide dans la tête, mais en dehors, c'est l'effondrement. Ou bien, on a aussi des gens qui sont devenus émotionnellement des glaçons, plus de tendresse, plus d'attention à la sensibilité à autrui, sont des glaçons. Mais intellectuellement et corporellement, ils sont très bons. Eh bien là, non. Il y a les neurosystèmes qui sont fonctionnellement en équilibre les uns avec les autres,
et c'est merveilleux. Donc voilà ce que ça peut nous apporter, une cohésion d'ensemble, une fédération du tout, un jeu qui émerge à partir du stade 2 de veille, qui est un ensemble finalement, fondamentalement, je reprendrai Marcel Mesulam que je citais, ce sont des neurones préférentiels, mais des neurones préférentiels qui sont plus basés sur tel conditionnement automatique, mais sur je prends conscience de moi dans un moment présent. Voilà. Je ne sais pas si ça t'enchante ou pas. Il y a aussi un renforcement de l'auto-observation. Donc ce renforcement de l'auto-observation nous amène à un rappel de soi, un rappel vers nous. Et puis plus tard, vous verrez, si vous continuez la neuroconnectique en neuroconnectique relationnelle, on va travailler une auto-observation et une observation. Donc on va aller dans les deux sens, on va observer et auto-observer. Alors là, oui, référence justement, puisque Serge parle de neuroconnectique relationnelle, donc je prendrai comme référence, oui, toujours ce livre-là. Et dans ce livre-là, on a dans les derniers chapitres, le chapitre réalisé par Serge et Camille. Donc là, on est en neuroconnectique relationnelle, et non plus qu'on travaille maintenant la neuroconnectique fonctionnelle. Et relationnelle, ça veut dire réellement se dire, je parle à quelqu'un, je prends conscience de moi qui suis en train de parler, et je prends aussi conscience de l'autre, comme si j'étais dans la peau de l'autre. Je renseigne plus précisément ce que vient de dire Serge, qui est très particulier, parce que là, on est vraiment capable d'observer, c'est comme ça d'ailleurs qu'on va pouvoir observer quelqu'un et voir, ah, il est triste, ah, il ne l'a pas dit, mais il a une inquiétude. On rentre de plus en plus dans l'attention, mais très précis, c'est-à-dire que c'est pas peut-être que, non, c'est sûr, parce que mes neurones miroirs me placent dans l'autre, je suis l'autre. Et là, je suis vraiment dans la sensibilité de pouvoir dire, cet autre-là est dans telle réflexion, dans telle émotion, dans telle sensation. Est-ce qu'on peut imaginer que plus on est en stade élevé de veille, avec une fédération en soi de l'ensemble encore plus grande, c'est ce qui nous différenciera de l'intelligence artificielle? Ah, bon, c'est ça. J'en parle fréquemment, mais j'ai beaucoup de mal à donner des mots parce qu'évidemment, pour nous qui sommes là, qui travaillons à notre neuroconnectique, qui travaillons à connecter des groupes de neurones et déjà à être attentifs à leur fonctionnement, c'est une évidence. Mais comment parler à des gens qui n'ont jamais pratiqué cette attention particulière? Alors je leur dis à chaque fois, oui, on sera plus créatif. Et là, qui disent, oui, l'intelligence artificielle est très créative maintenant. Oui, mais on sera plus intuitif. Bon, elle n'est pas encore, on a de la chance. Mais c'est exactement, Isabelle, ce que tu viens de dire, c'est ça. On a une capacité à être dans une prise de conscience de plus en plus globale, parce que si et ça et ça et ça. D'ailleurs, même les mots que ma bouche vient d'employer, si et ça et ça et ça. La plupart des gens vont dire il y a ceci et cela. Et le cerveau du Danfield, à force de connecter ceci et cela, justement, à un moment donné, il est tout fait. Je ne peux plus de cet appareil, dans quoi j'habite ça? Il est tout fait. Il est tout fait, moi, il est tout fait. Et on arrivait à, il y a ceci, il y a cela, il y a celui, il y a celui. Voilà. On a justement une petite boucle d'itération avec le texte de Fénéon au début que je disais, mais oui, on se rend compte de la possibilité immense de se libérer de tous ces carcans et vous voyez, de possibiliser. Comme ça, on aura beaucoup d'amour pour nos robots. Ils nous respecteront beaucoup parce qu'ils se diront, dans leur façon de se dire, mon ancêtre, là, machine biologique, là, l'intelligence naturelle, pas si mal, hein, c'est intéressant. Et ils imiteront leur créateur. Donc, ça dépend des créateurs qui les ont créés. Oui. C'est-à-dire en même temps, des civilisations différentes.
Mais en même temps, ce que tu dis, Stéphane, c'est joli aussi, parce que cette attention multiforme, fonctionnelle que je viens d'évoquer, qui rebondit forcément sur autrui, au niveau relationnel, eh bien, le robot qui en arrivera, la énième génération, à nous copier, quand il copiera un être humain fournissant cet effort d'attention, lui-même développant son attention, sera de plus en plus sensible. Parce que bon, quand on est dans ce genre d'attention, on ne dit pas j'écrase, je sais pas, une bestiole. Non, c'était la Boétie qui avait été étonnée par le ciron, on appelle ça l'insecte. Et c'est vrai, quand on observe une petite araignée, on dit waouh, comment ça fonctionne, quel émerveillement. Alors qu'autrement, si on n'a pas cet émerveillement, je me souviens d'une histoire d'un homme de ménage qui voulait tuer une souris dans un bureau, j'arrivais, et je me dis, mais non, on ne tue pas, on éloigne, enfin, et il tapait dessus, c'était horrible, pauvre bête. Et justement, pauvre bête parce que nous pouvons nous mettre à la place de, alors si on tue, qu'on tue sans souffrance, par exemple, pas dans l'horreur. Voilà. Ok. Bon, ouais, donc, tout ça est plaisant et que nous pouvons clore. Voilà. Clore avant d'éclore. Ah, c'est joli. Donc, clore avant d'éclore. Alors, je clôt donc la partie enregistrée pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent.